Bonjour et bienvenue sur le coin Stat, le coin où on redécouvre le monde de la data. Aujourd'hui, c'est le jour 93 de notre challenge 100 jours de machine learning et nous allons voir ensemble concrètement comment mettre en place un modèle VECM en Python. Pour ça, on va travailler avec une base de données qui est déjà disponible dans le package Stat Models, la base de données Interest Inflation, dont vous aurez deux variables. On va prévoir le taux d'intérêt ainsi que la variation des prix dans notre base de données. On commence bien évidemment par importer les différents packages qu'on a à disposition. On importe des packages. Ensuite, on affiche la base de données qui est disponible dans Stat Model. On regarde à peu près ce qu'il y a dans la base. On a deux colonnes dans la base de données. DP qui est la variation des prix et R qui est le taux d'intérêt. Vous avez ici les dates qui est en index déjà, qu'on avait déjà mis ici. Une fois que c'est fait, on regarde à peu près quelles sont les caractéristiques de la base en fait. On se rend compte que variation des prix c'est un float, R c'est un float, donc rien à modifier à ce niveau-là. Ensuite, on vérifie les valeurs manquantes. Toujours vérifier les valeurs manquantes. Et là, j'exécute. Vous allez voir qu'il n'y a pas de valeurs manquantes dans notre série. C'est une bonne nouvelle pour nous. Puisqu'il n'y a pas de données manquantes, on peut passer à la première étape du modèle VECM qui est d'analyser l'évolution des différentes variables. Donc, j'exécute ceci. Vous allez voir, si on analyse l'évolution du taux d'intérêt, on se rend compte qu'ici, à partir d'ici, on a plutôt une tendance décroissante. Ça montre déjà que cette série n'est pas stationnaire. Et en plus même, si vous analysez la série, n'hésitez pas à bien comprendre ce qui se passe ici, par exemple, là, bref, à chaque fois qu'il y a des pics significatifs, n'hésitez pas à tester sur le plan historique qu'est-ce qui s'est passé pour que la variation des prix se comporte comme ceci. Si on analyse le taux d'intérêt ici, on se rend compte qu'il y a une structure plutôt décroissante, on a une tendance décroissante. C'est déjà un signal que cette série n'est pas stationnaire. Et n'hésitez pas dans la pratique à toujours valider ce qui s'est passé là, par exemple. Est-ce qu'il y a un point historique qui s'est passé là? Là aussi, donc n'hésitez pas à bien analyser pour comprendre l'évolution de votre série. Variation des prix, pareil. On se rend compte qu'il semble qu'il y ait saisonnalité ici. On va confirmer cela avec déjà les graphiques d'ACF et PACF. Quand on analyse l'ACF, par exemple, de ceci, du taux d'intérêt, vous voyez, il y a cette décroissance plus ou moins lente. Ça monte, c'est un signe de non-stationnarité. Si on analyse la variation des prix, on se rend compte qu'ici, il y a des pics significatifs tous les 4 mois. Ça montre peut-être que cette série est trimestrielle, donc il faut bien vérifier. Vous voyez, tous les 4 mois, il y a un pic significatif. Ça montre une certaine saisonnalité à analyser. On va tester justement la stationnarité avec le test de Dickey-Fuller augmenté. Vous voyez, la p-valeur du test de Dickey-Fuller est de 0,44 ici et de 0,32 ici. Donc, toutes les deux p-valeurs sont supérieures à 0,05. Donc, on accepte l'hypothèse nulle. Il y a présence de racine unitaire. Puisqu'il y a présence de racine unitaire, les deux variables, que ce soit la variation des prix ou encore le taux d'intérêt, ne sont pas stationnaires. Lorsque vous avez deux séries non stationnaires, prochaine étape pour pouvoir construire un modèle VECM, c'est de vérifier l'ordre de différenciation. Est-ce que les deux séries sont intégrées du même ordre? Ça veut dire quoi? Est-ce que si je différencie une fois les deux séries, on a des séries stationnaires? Est-ce que si je différencie deux fois les deux séries, on a les séries stationnaires? Donc, en gros, on vérifie que les deux variables sont intégrées et du même ordre. Voir si on peut mettre en place un modèle VECM. Donc ici, je vais différencier la série une seule fois déjà. Vous voyez, data.diff, je supprime les valeurs manquantes parce que la première ligne générée par ceci est souvent manquante. Donc j'exécute, vous allez voir l'évolution des deux séries. Vous voyez que déjà en termes d'évolution, le taux d'intérêt semble plus stationnaire que cette évolution ici, vous voyez. Il y a moins cet effet de tendance. Et quand on analyse à peu près la variation de prix, on se rend compte qu'il y a toujours cette espèce de saisonnalité. On va encore analyser l'ACF et le PACF ici. Vous voyez, variation des prix, on a toujours cet effet significatif tous les 4 mois. Ça montre qu'il y a une certaine saisonnalité sur la série. Et si j'analyse le taux d'intérêt ici, on se rend compte que tous les bas sont à l'intérieur des deux bas. En fait, tout est à l'intérieur. Ça montre que peut-être la série est stationnaire. Si vous comparez ceci, regardez là, on avait une décroissance lente. Mais là, on a quelque chose plutôt entre guillemets normal. Ça ressemble à un bruit blanc. La série est stationnaire. Pour vérifier cela, on met en place le test de Dickey-Fuller. Tac. Vous voyez, la p-valeur 0, p-valeur 0. Les deux p-valeurs sont beaucoup plus faibles que 0,05. On ne peut pas accepter l'hypothèse nulle. Il n'y a pas de présence de racine unitaire. Les deux variables sont intégrées d'ordre 1. Parce que si je différencie une seule fois, elle devient stationnaire. Étant donné que les deux variables sont intégrées du même ordre, d'ordre 1 ici, il faut maintenant se rassurer qu'il y a co-intégration. Parce que pour pouvoir mettre en place un modèle VECM, il faut mettre en place le test de co-intégration, soit de Johansen lorsque vous avez plusieurs séries, plusieurs co-intégrations, soit Engel et Granger qu'on ne va pas faire ici lorsqu'il y a une seule relation de co-intégration. Donc le test de Johansen, c'est un test qui vous permet de valider le nombre de relations de co-intégration entre les variables de votre base de données. Lorsque vous avez deux variables, vous avez maximum une seule relation de co-intégration. Lorsque vous en avez 3, vous avez 2,
4, 3. Donc, bref, le nombre de relations de co-intégration, c'est K-1, le nombre de variables -1 en général. Et le test de Johansen permet de tester le nombre de relations de co-intégration. Le test de Engel et Granger vérifie une seule relation de co-intégration. Et en général, la relation de co-intégration analyse la dynamique de long terme, la relation d'équilibre qui existe entre les différentes variables. Pour ça, on va mettre ici en place le test de Johansen. Voilà, j'exécute. On a le résultat. Bon, ici, ce qui m'intéresse, c'est plutôt ceci. On va voir. Vous voyez, dans ce tableau, on a le test à l'ordre 0. Est-ce qu'il n'y en a pas? À l'ordre 1 aussi. Est-ce qu'il y a une relation de co-intégration? Si on regarde à l'ordre 1, la statistique de test observée sur l'échantillon est de 3,032 et la valeur critique est de 3,84. Vous voyez que la stat de test est plus petite que la valeur critique. Alors, il y a une relation de co-intégration entre les deux variables. Ça veut dire qu'il y a une relation d'équilibre sur le long terme entre l'inflation et la variation des prix. Les économistes qui m'écoutent, n'hésitez pas à me dire en commentaire c'est quoi cette relation d'équilibre. Ici maintenant, le rang, on va voir, vous voyez, c'est bien 1 en fait, parce que le 1 était significatif, ça montre qu'il y a relation de co-intégration. Donc voilà les premières étapes. On commence par analyser l'évolution de la série ACF, PACF, on regarde la saisonnalité, on regarde l'ordre d'intégration. Ici, c'est intégré d'ordre 1. Ça veut dire qu'il y a potentiellement co-intégration, c'est-à-dire relation dynamique de long terme. On met en place le test de Johansen qui nous donne l'ordre de co-intégration. Si c'est une seule, on peut mettre en place le test d'Engel et Granger. Une fois que c'est fait, on est sûr que maintenant, on peut mettre en place le modèle VESM parce que l'avantage du modèle VESM par rapport au modèle VAR, c'est qu'il va capter non seulement la dynamique de court terme, mais aussi cette relation d'équilibre de long terme pour faire des prévisions. Une fois que c'est fait, on peut maintenant choisir l'ordre du modèle VESM, c'est-à-dire le cas VAP, VESM, c'est souvent K. Et pour ça, on va mettre en place plusieurs modèles et choisir celui qui va minimiser les critères d'information. J'exécute ce code qui le fait ici. Vous allez voir les résultats. On se rend compte qu'en termes de critères d'information, le BIC nous dit que le nombre de retard optimal, c'est 0. Anand Queen aussi, 0. Si on regarde l'AIC, le meilleur, c'est 3. FPE, c'est 3. Bon, ici, je n'ai pas envie de mettre 0. Vous voyez que les critères d'information s'opposent. Je vais privilégier l'AIC dans ce cas. On a choisi le nombre de retards. Maintenant, on va estimer le modèle VESM avec ce retard-là. Donc, vous voyez ici, on met la base de données. Ici, seasons égale à 4 parce que j'ai observé que tous les 4 mois, on avait une saisonnalité. C'est pour ça qu'ici, je précise que dans mon modèle, il y a saisonnalité. Ici, je mets l'ordre du modèle VESM qu'on a trouvé, c'est-à-dire 3. Et enfin, je précise qu'il y a une relation de co-intégration. Et là, je fais un modèle.fit pour estimer le modèle. Une fois qu'on fait cela, on regarde les caractéristiques du modèle avec un summary. Tac, j'exécute. Voilà. C'est que le premier tableau pertinent ici, c'est sur la variation des prix. Donc là, vous avez les variables introduites dans le modèle, vous avez les coefficients. Ce qui est important aussi, c'est d'analyser la significativité. On voit que la saisonnalité que j'ai introduite, il y a bel et bien saisonnalité qui est significative, ça c'est pertinent. Ensuite, vous avez la variation des prix aussi à regarder dans le 1 qui est significatif, il me semble. Quoique, oui. C'est significatif. Par contre, vous regardez par exemple ici L3, DP, c'est aussi significatif. Deuxième modèle, c'est pour le taux d'intérêt. Pareil, vous avez les variables. Ici, les variables ne sont pas significatives, sauf ici, le taux d'intérêt à l'ordre 1. Il n'y a pas de saisonnalité qui est significative. Maintenant, ici, vous avez la relation de long terme entre les deux variables, en fait, bêta 1, bêta 2 et la constante. Ça, c'est la relation de long terme qui est entre les variables. Et là, vous avez les coefficients qui vous donnent à peu près la force de rappel vers la relation d'équilibre. C'est souvent utilisé pour faire les prédictions. Maintenant, on a le modèle, on a les coefficients, on a les relations de long terme. On peut mettre en place des prévisions grâce à ce modèle-là. Mais avant de mettre en place des prévisions, il faut toujours valider le modèle. Et en termes de validation, il y a quoi? La blancheur des résidus que vous commencez déjà à connaître, non-autocorrélation, homoscédasticité, normalité. Mais en plus, il faut également vérifier qu'il y a une certaine stabilité. Et pour ça, on regarde les valeurs propres. Et si la valeur absolue des valeurs propres est inférieure à 1, c'est-à-dire que les vecteurs propres sont dans le cercle unité, alors le modèle VESM est stable. Donc, il y a 4 hypothèses: non-autocorrélation, homoscédasticité, normalité et aussi stabilité dans le modèle VESM. On commence par les hypothèses classiques. Par exemple, la non-autocorrélation. On met en place un test de porte-manteau, notamment le test de Doombox. On teste plusieurs ordres. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on va tester jusqu'à 12. C'est très important de l'avoir à l'esprit. Vous avez le tableau 1 jusqu'à 12. On regarde la significativité. Si P-valeur est supérieure à 0,05, alors vos résidus sont non autocorrélés. Si vous voyez ce tableau, toutes les P-valeurs, quel que soit le retard, sont supérieures à 0,05. Ça montre que nos résidus n'ont pas d'autocorrélation pour les deux modèles, que ce soit variation des prix ou encore le taux d'intérêt. Si on analyse par exemple l'autocorrélation des résidus, vous voyez que c'est entre les deux barres, c'est
typiquement comme ça que les bruits blancs se présentent, vous voyez. En fait, aucune barre n'est significative, peut-être celle-ci, mais bon, c'est un peu loin, c'est au-delà de 15, mais entre 0 et 12, vous voyez, aucune barre n'est significative. C'est pour ça que le test de Jumbox montrait que on n'a pas d'autocorrélation. Ensuite, normalité, on vérifie cela avec le test de Jack-Behar. P-valeur supérieure à 0,05, on accepte l'hypothèse nulle. Ici, les deux séries sont normalement distribuées. Ensuite, on peut mettre en place quoi d'autre? L'analyse de la stabilité. Vous voyez ici, les valeurs propres que j'ai extraites ici sont en valeur absolue inférieure à 1, ça montre qu'on a des coefficients qui sont plutôt stables. Donc, toutes les hypothèses du modèle VECM sont validées, que ce soit la blancheur des résidus et la stabilité notamment. Donc, on valide notre modèle VECM, il est plutôt adapté. On peut maintenant mettre en place des prédictions. Et en mettant en place des prévisions, il faut toujours analyser l'intervalle de confiance. Bon, là, j'ai mis false, mais globalement, dans la vraie vie, il faut tester l'intervalle de confiance. Vous voyez, ça suit plutôt la dynamique. Là, pareil. Donc, n'hésitez pas en fait à toujours avoir deux bases de données. Ici, je ne l'ai pas fait. Une base de données sur laquelle on entraîne le modèle et une base de données hors temps. Là, j'ai fait des prévisions sans forcément comparer à la réalité. Mais n'hésitez pas toujours à avoir deux bases de données pour pouvoir faire un modèle et juger de la qualité de vos prédictions. Modèle VECM, on a déjà vu ensemble toutes les étapes jusqu'à la prévision. Ce qui est bien sur les modèles multivariés, c'est qu'on peut aussi analyser ce qu'on appelle la causalité. Même dans le modèle VAR, on peut également analyser la causalité. Donc, je vous montre comment est-ce qu'on fait en Python. Il y a ce qu'on appelle la causalité au sens de Granger. Ça ne parle pas forcément d'une relation de cause à effet, mais plutôt quel est l'impact d'une variable sur la prédiction de l'autre. Est-ce qu'une variable cause l'importance de la prédiction de la deuxième variable? Et pour ça, vous avez le test de corrélation d'Engel et Granger. Ici, on va vérifier si le taux d'intérêt est causé au sens de Granger par la variation des prix. La première question qu'on se pose, c'est est-ce que le taux d'intérêt cause au sens de Granger la variation des prix? Parce qu'une variable peut causer au sens de Granger l'autre variable, mais par contre, l'autre variable ne cause pas forcément la variable initiale. Donc, la question ici, c'est est-ce que le taux d'intérêt cause au sens de Granger la variation des prix? Hypothèse nulle, le taux d'intérêt ne cause pas au sens de Granger la variation des prix. Vous voyez, la p-valeur est inférieure à 0,05, donc on ne peut pas accepter l'hypothèse nulle. Ça veut dire que le taux d'intérêt cause au sens de Granger la variation des prix. Donc, ça a un impact sur les prédictions de la variation des prix. Pareil, si je fais l'analyse de la causalité au sens de Granger entre la variation des prix et le taux d'intérêt, en gros, est-ce que la variation des prix cause au sens de Granger le taux d'intérêt? On analyse ça ici. La p-valeur est supérieure à 0,05. Ça montre qu'on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle. Donc, la variation des prix ne cause pas au sens de Granger le taux d'intérêt. Donc, on a deux relations. Un côté, le taux d'intérêt cause au sens de Granger la variation des prix, mais par contre, la variation des prix ne cause pas au sens de Granger le taux d'intérêt. Vous avez également ce qu'on appelle la causalité instantanée. Est-ce qu'un choc sur la variable aujourd'hui a un impact instantanément sur l'autre en termes de prédiction? Vous voyez ici, si j'analyse la causalité instantanée, hypothèse nulle, c'est que la variation des prix ici ne cause pas instantanément R, c'est-à-dire le taux d'intérêt. Vous voyez, on accepte l'hypothèse nulle, donc il n'y a pas de causalité instantanée. Pareil, si je fais la deuxième version, est-ce que le taux d'intérêt cause de façon instantanée la variation des prix? Pareil, la p-valeur est supérieure à 0. Donc, l'impact sur la prédiction n'est pas forcément instantané entre les deux variables. Mais par contre, on sait bien que la variation des prix, le taux d'intérêt cause au sens de Granger la variation des prix. Mais maintenant, vous pouvez également analyser ce qu'on appelle les fonctions de réponse impulsionnelles. En gros, si je fais un choc sur la variable à la date t, quel sera l'impact t plus 1, t plus 2, t plus 3, etc. Donc ici, on va prendre jusqu'à 30. En gros, le choc sur une variable, quel est l'impact sur la variable à 30 mois? On exécute cela. Fonction de réponse impulsionnelle, ça ressemble à ça. Vous avez fonction de réponse institutionnelle. En gros, quelle est la réponse de dp sur le choc sur R? En gros, lorsque j'ai un choc sur le taux d'intérêt, quel sera l'impact sur dp après le bout de temps ici? Lorsque j'ai un choc sur dp, quel sera l'impact sur R avec le double temps? Ce que vous pouvez vous rendre compte, c'est qu'un choc, par exemple, à un mois, on a de l'impact, jusqu'à peut-être 15 mois. Les noix ne sont pas affichés. On a de l'impact, mais après, ça se stabilise. Peut-être ça montre à peu près la relation d'équilibre qui peut exister entre les deux variables. Voilà globalement ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Retenez bien les différentes étapes parce que c'est très important. N'hésitez pas, les amis, à tester de votre côté. Practice makes perfect. Moi, je veux absolument que vous profitez de ce challenge. Donc, testez. Vous avez les bases de données macroéconomiques disponibles sur le site de la Banque mondiale. Téléchargez et analysez si vous pouvez mettre en place un modèle VAR, un modèle VECM, parce que c'est comme ça que vous allez comprendre l'ensemble des cheminements. Je rappelle la méthodologie. On commence par analyser la stationnarité de la série. Ensuite, on rend les séries stationnaires si ce n'est pas le cas. On vérifie l'ordre d'intégration parce que pour mettre en place un modèle VECM, il faut que les deux variables soient
intégrés du même ordre. Une fois qu'on a vérifié, on a validé cela, on analyse la co-intégration entre les deux variables avec soit le test de Engel-Lagrange si on a une seule relation de co-intégration ou encore Johansen si on en a plusieurs. Ensuite, on choisit l'ordre optimal en minimisant les critères d'information. Ça peut arriver que les critères d'information s'opposent. Il faut faire un choix à ce niveau-là. Ici, on a choisi l'AIC. Ensuite, on estime le modèle. On vérifie la blancheur des résidus, non-autocorrélation, homocide assisté, normalité et en plus stabilité. La valeur propre en valeur absolue est inférieure à 1. On a des vecteurs propres dans le cercle centre unitaire. Une fois que c'est fait, on peut mettre en place des prévisions et le bonus sur les modèles VAL et les modèles VECM, c'est qu'on peut analyser ce qu'on appelle la causalité au sens de Granger, la causalité instantanée et les fonctions de réponse impulsionnelles. N'hésitez pas à répéter ces étapes pour voir si vous avez compris. Pour vous qui êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, selon vous, est-ce que si la variation des prix cause le taux d'intérêt, et systématiquement le taux d'intérêt cause au sens de Granger, bien sûr, la variation des prix? Mettez vos réponses en commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Likez, commentez, partagez. Faites tout ce que vous voulez. Vous pouvez également voir l'ensemble des 92 vidéos qu'on a déjà développées sur cette chaîne. Ça s'affiche juste à l'écran. En attendant, prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous demain pour la suite de ce challenge. Bye!